Bonjour à tous. Nous allons reprendre ce chapitre 8 là où nous l'avions laissé avant cet épisode de confinement. Alors ce chapitre, je vous rappelle, traite du lien social dans une société où l'individualisme a progressé. Alors je vous rappelle, hein, l'idée d'individualisme, c'est l'idée que l'individu se débarrasse du poids du groupe, qu'il va penser par lui-même, et non pour lui-même, ça c'est l'égoïsme, mais par lui-même, il s'est débarrassé des traditions, des normes et des valeurs trop pesantes, et ce phénomène va toucher toutes les instances d'intégration. Va toucher en premier lieu, bien sûr, la façon d'être ensemble, la façon le lien social, c'est la façon de faire cohésion. Donc, on l'a vu en première partie que ça touchait d'abord la famille, puisque la famille va être bouleversée, la famille traditionnelle, des parents mariés à vie, avec une autorité, un patriarcat, hein, une autorité paternelle forte, ça a été bouleversé avec de nouvelles formes familiales, avec aussi des individus qui ne sont plus reliés forcément à vie dans le cadre du mariage. Nous avons vu aussi que cela touchait le travail, puisque le travail en tant qu'instance d'intégration a été mis à mal aussi par cet individualisme et par la crise économique qui l'a touché. Et nous en étions à l'école. Alors l'école, c'est un lieu important d'intégration, hein, on l'a vu, l'école est obligatoire depuis les lois Ferry de 1881, et ce processus, hein, de scolarisation va permettre de favoriser une intégration pour deux raisons. La première raison, c'est que l'école transmet une culture commune, au-delà d'une langue, de valeurs communes. Elle permet aussi aux jeunes de s'intégrer au groupe social des jeunes. Et nous l'avons vu, elle permet de s'insérer également dans le marché du travail, puisque elle va permettre de transmettre des qualifications professionnelles. Mais aujourd'hui, cet individualisme, ce rôle va toucher aussi le rôle intégrateur de l'école pour plusieurs raisons. La première raison a trait à la démocratisation. Alors, ça fait partie des documents que vous aviez à traiter, je vais revenir un petit peu dessus. On voit ici que la multiplication des diplômes va entraîner une dévalorisation de ceux-ci. Si on regarde un peu dans le détail, en 2019, 79,7%, donc autant dire 80% de la génération, a obtenu le bac. On n'en avait que 20,1% en 1970. Vous avez donc calculé une augmentation de 293,5%, ou alors une multiplication par 4 de la part des bacheliers dans la génération, ou encore une hausse de 59,6 points de cette part pour ceux qui ont choisi les points. Alors, une démocratisation certaine, puisque ont accès maintenant au baccalauréat toutes les catégories sociales, enfin les enfants plutôt de toutes les catégories sociales. Cependant, cette démocratisation est à relativiser, puisque si on regarde dans le détail, hein, on voit que le bac n'est pas le même pour tous. Sur les 80% pratiquement de bacheliers dans la génération, on n'a que la moitié, 42,5% pour être exact, qui ont obtenu un bac général. 16,4 un bac technologique et 20,8 un bac professionnel. Donc on a effectivement sur ces 80% une démocratisation relative qui va entraîner une perte de valeur du diplôme et une perte de légitimité de l'école par-delà, parce que tout simplement, si les bacheliers ne peuvent moins ou peuvent plus comme avant s'insérer sur le marché du travail, alors effectivement l'école va perdre de sa légitimité. Et c'est le problème. Le deuxième problème, c'est le problème de l'échec scolaire. Alors, l'échec scolaire, vous l'avez vu à travers ce document, touche en France une part importante des élèves. Environ 140 000 jeunes quittent chaque année le système éducatif sans avoir aucun diplôme, même pas le brevet. Et si on regarde en détail, la France compte un nombre relativement important de NEET. Alors, 963 000 en 2018. NEET, c'est en anglais et avec l'accent, Not in Education, Employment or Training. Ça veut dire des jeunes qui sont ni à l'école, ni en emploi, ni en formation. Alors effectivement, on se situe à peu près dans la moyenne européenne, mais ce problème est particulièrement important dans les catégories populaires. Donc si effectivement ce phénomène touche essentiellement une partie seulement de la population, alors on remet en cause l'égalité des chances.
Et on a un autre problème encore par rapport à cet échec scolaire, c'est qu'une part importante des élèves, enfin importante, une part des élèves, on va dire, j'exagère, recherche avant tout dans l'école un épanouissement personnel. C'est toujours l'idée d'individualisme. Donc ça rend plus difficile l'intégration de normes scolaires, ça rend plus difficile la motivation des jeunes, et donc, eh bien, effectivement, on a un phénomène qui s'amplifie, le phénomène d'échec scolaire qui s'amplifie. Dernier problème, c'est la montée des particularismes à l'école. L'individualisme pousse un peu l'individu à affirmer sa différence, son individualité. Et cette tendance va remettre en cause la culture commune. Ça va être par exemple les problèmes de diplôme en langue régionale, le refus de travailler en groupe, le refus du collectif, le problème de la laïcité avec avec le foulard, etc. Donc tout ça, ça remet un petit peu en cause l'école en tant qu'instance d'intégration. Cependant, cette école reste, même si elle peine à intégrer tout le monde, reste une base essentielle de l'intégration et une base essentielle du lien social. Autre base essentielle du lien social qui est toujours important, c'est l'état social. Alors l'état social, effectivement, va naître pour pallier les insuffisances de la famille, du village, etc. Et l'État va être vite amené à prendre en charge une partie de la solidarité. Ce sont les personnes âgées, les personnes malades, les jeunes en difficulté. Et ils sont pris en charge par la protection sociale. La protection sociale, c'est une construction assez lente. On a en 45 la sécurité sociale, mais après on a un salaire minimum, on a une couverture médicale universelle, des revenus de solidarité active, etc. Donc on a globalement cette solidarité qui va s'exprimer à travers le rôle de l'État. Et on le voit là par exemple avec une montée importante au fil des ans des minima sociaux. Seulement, ces derniers temps, et on l'a vu dans les chapitres d'économie, les déficits récurrents des organismes de sécurité sociale, avec les politiques de rigueur qu'on nous a imposées dans le cadre de l'Union européenne et dans le cadre aussi de la restriction de la dette, vont provoquer une réduction des budgets qui sont alloués, consacrés à la solidarité nationale. Donc du coup, on a ce problème, de plus en plus d'allocataires des minima sociaux et des politiques de rigueur qu'on nous impose. Et donc effectivement, l'État, c'est un pilier de c'est un pilier bien sûr, hein, puisque 4,15 millions de Français perçoivent un minima social, ce qui représente 7 millions de personnes qui sont couvertes par ces minima, mais ça va être grignoté progressivement parce qu'on nous demande là encore de réduire notre dette. Alors qu'en est-il maintenant justement de cette intégration sociale? On se rend compte de plusieurs phénomènes. Tout d'abord, une montée de l'anomie. Alors si vous vous souvenez, anomie, c'est un terme qu'on a déjà rencontré en première, qui était un terme développé par Durkheim. Il nous expliquait que l'anomie, c'était l'absence ou l'insuffisance des règles. C'est un phénomène qui vient quand l'individu est désorienté parce que la norme n'est plus claire, la règle n'est plus claire ou elle a disparu et effectivement ça le rend un peu perdu, hein. Il ne sait plus trop quoi faire et donc on va développer des phénomènes de déviance ou des phénomènes où l'individu se sent un petit peu perdu. Alors premier indicateur, on a 3 indicateurs dans les sociétés développées de cette anomie croissante, c'est le taux de suicide. Alors, Durkheim avait déjà travaillé sur le suicide, si vous vous souvenez, on avait déjà un petit peu parlé, puisque c'était sa thèse de doctorat. Le suicide va perturber, va toucher les individus quand justement ils se sentent désorientés, ils n'ont plus de but, et donc on voit aussi que cette évolution du suicide peut s'expliquer par des crises ou des crises économiques. Si je reprends par exemple le suicide rate aux États-Unis après la crise des subprimes, ben, on se rend compte effectivement ici que après la crise des subprimes, le taux de suicide qui est plus fort hein, chez les hommes, c'est pour ça que j'ai choisi les hommes, va augmenter de 4 points. Ça signe là la perturbation sociale liée à une crise. Ici, la crise des subprimes. Donc, on passe d'un taux de suicide aux États-Unis pour les hommes de 18 pour 100 000 à 22 pour 100 000. C'est une augmentation qui est quand même significative. Deuxième indicateur de cette perturbation, c'est le crime et la délinquance.
Le développement des infractions, le sentiment d'insécurité constitue aussi des phénomènes de désorganisation sociale et des phénomènes qui relèvent de signes d'anomie. Si je regarde un petit peu ce qui se passe, par exemple ici, en 2019 sur les infractions en France, hein, les infractions enregistrées, on voit qu'on a une augmentation importante des homicides, 9%, des coups et blessures, 8%, et des violences sexuelles, 12%. Donc là encore, le crime et la délinquance peuvent être un signe d'anomie, les gens sont un peu perdus, la norme n'est plus claire, et donc on développe ces... Dernier signe anomique, l'exclusion sociale. L'exclusion sociale, elle va marquer les individus qui perdent tout lien avec la société. Ils se sentent particulièrement vulnérables puisqu'ils sont particulièrement isolés. Les liens sociaux qui les relient sont progressivement exclus. Si je prends le cas des SDF, en France on compte 200 000 SDF à peu près. Et si je dresse le portrait idéal, entre guillemets, alors idéal pas dans le sens, plutôt idéal dans le sens le plus fréquent, des SDF en France, on a 88% sont des hommes, seuls à 65%, âgés de 40 à 54 ans, et vivant dans la rue à 54%. Donc là, on voit bien que sont coupés tous les fils, à savoir pas de famille, des individus relativement jeunes, entre guillemets, ne sont pas les plus anciens, parce que les plus anciens ont souvent des couvertures sociales plus importantes, comme le minimum vieillesse par exemple, et des personnes qui n'ont pas de toit. Donc là encore, on voit l'exclusion sociale, ce qui peut prendre la figure hein, du SDF, est un signe anomique. Alors, on va quand même terminer ce chapitre sur une note un peu positive, puisqu'on va progressivement se rendre compte que les liens sociaux s'affaiblissent, mais ne disparaissent pas, hein. Au contraire, ils se diversifient, se recomposent, prennent une autre figure dans un monde moderne, et ça va passer par trois constatations. La première constatation, c'est que en France, notamment, on a un monde associatif qui est particulièrement dynamique. Si je regarde un peu ce document de plus près, on voit que la France enregistre 1,1 million d'associations, ce qui est important, et ces associations comptent 23 millions d'adhérents. Donc ça veut dire qu'un Français sur trois adhère à une association. Alors elle concerne tous les domaines. Si je regarde en détail le document, 24% d'entre elles concernent le sport, 21% les loisirs, 20% la culture. Donc là on a le top 3 des associations. Ces associations sont importantes également dans l'économie, hein, puisque, vous regardez, c'est 8% de l'emploi et c'est 3,5% du PIB. Mais au-delà de ces constatations économiques, on se rend compte que le monde associatif va permettre de recomposer une forme de sociabilité, puisque les gens qui y adhèrent ou qui s'y croisent et peuvent se faire des amis, ou en pratiquant le sport, font partie d'une communauté. Et en ce sens-là, le monde associatif est un vecteur de recomposition du lien social. Deuxième élément qui reste positif sont les communautés. Alors les communautés, on va définir une communauté comme étant un regroupement d'individus basé sur le sentiment d'appartenance. Alors on a toutes sortes, ça peut être religieuse, ethnique, régionale, ça peut être aussi les supporters de foot, hein, par exemple. On peut considérer que les supporters ultra du FCMS, par exemple, sont une communauté. Et donc dans ces communautés, le sentiment d'appartenance est fort et donc le lien social relie les individus et les protège de l'isolement. Dans les quartiers dits sensibles, elles peuvent être basées sur des sentiments religieux, la communauté musulmane, la communauté chrétienne, etc., ou des fondements ethniques, la communauté chinoise, marocaine, etc. Ces communautés vont réactiver la solidarité mécanique qu'on a déjà vu chez Durkheim en début de chapitre, puisque ce sentiment d'appartenance est basé sur cette solidarité mécanique. Donc des individus qui se ressemblent beaucoup et qui sont intégrés par mécaniquement, hein, on se sent solidaire des gens qui nous ressemblent.
Dernier point, les nouvelles formes de solidarité. Alors, aujourd'hui, avec le développement technologique, avec internet, avec les réseaux sociaux, hein, on a de nouvelles formes de liens social, qui, naissent. Alors, si je regarde un petit peu sur les médias sociaux, les réseaux sociaux utilisés, bah, on a des chiffres de plus en plus importants. Si je regarde un petit peu, bah, par rapport à la France, on a 35 millions d'utilisateurs de Facebook, 20 millions d'utilisateurs de WhatsApp, et ça nous permet de rester en contact. On l'a vu là en période de confinement avec notre groupe WhatsApp par exemple. Et ben on est effectivement, ça nous permet de rester en contact. Alors il y a bien sûr tout le débat sur la force du lien qui va unir les individus dans ces nouvelles formes. C'est sûr que le lien social est un peu différent, il est virtuel, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Donc cette nouvelle forme de solidarité, cette nouvelle forme de lien social peut aussi protéger les individus de l'isolement, même si on a vu, c'est pas exactement le même lien que des amis qui se voient dans la vie de tous les jours. Donc pour terminer, c'est effectivement des individus qui sont un petit peu perturbés par la montée de l'individualisme, et le lien social en est tout autant perturbé. Cela dit, aujourd'hui, l'individualisme va permettre à l'individu de fabriquer sa propre intégration. Les connexions peuvent être temporaires, mais ce sont toujours des connexions liées au choix de l'individu. Ce n'est plus une obligation, comme dans toutes les solidarités mécaniques qui peuvent exister dans les solidarités traditionnelles. L'individu choisit une association, choisit une communauté, choisit une forme de solidarité. Alors même si dans la communauté, des formes on a des formes effectivement importantes de solidarité mécanique, ça reste cependant une forme d'intégration. Alors pour conclure, on va juste évoquer justement ces transformations de la société qui vont affaiblir le lien social. Ça a bouleversé la famille, ça a bouleversé l'école, l'État, et le travail ne parvient plus forcément à intégrer tous les individus. Du coup, ça a imposé justement qu'on rediscute, que l'on reconstruise les fondements de la cohésion sociale de notre société. Si on ne fait pas cela, des tensions sociales vont apparaître et se multiplier et favoriser les conflits sociaux. Et donc les conflits sociaux, nous l'aborderons dans le prochain chapitre. Voilà, merci à tout le monde.